bonjour tout le monde. Ici Martin Geoffroy, professeur au Cégep, en sociologie au Cégep Édouard-Montpetit et directeur du CEFIR, Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, qui est aussi au Cégep Édouard-Montpetit, qui est un centre de recherche et de formation aussi. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir d'organiser avec mon collègue Jacques les Mon Petit Entretien. Je pense qu'il y en a seulement qu'un cette session, tu pourras me corriger, Jacques. Les Mon Petit Entretien donc, qui se poursuivent malgré la pandémie, malgré la troisième vague, malgré, hein, envers et contre tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler de droitisation et de populisme, ce qui est quand même des thèmes qui sont assez prégnants et récurrents pendant cette pandémie, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même beaucoup de populisme pendant cette pandémie. Et en fait, cette session, le CEFIR que je dirige, reçoit en résidence virtuelle. On était supposé le recevoir en vrai. C'était prévu avant la pandémie, mais la pandémie nous fait en sorte que le chercheur et professeur Frédéric Boily est avec nous en virtuel, mais on en poursuit pas moins des recherches et on travaille beaucoup avec Frédéric Boily cette session, les membres du CEFIR. Et avant qu'on débute la conférence, je voudrais faire quelques petites annonces, dans le fond, pour l'ensemble de la communauté qui sont là. Dans un premier temps, le CEFIR va sortir la semaine prochaine un rapport de recherche sur la co-construction des savoirs et les sujets sensibles en classe, qui va être sur notre site web cefir.ca. Ensuite, le 15 mai, on va sortir un autre rapport de recherche qui va porter sur une chronologie sur l'extrême droite de 2010 à 2020. Je vous annonce déjà en primeur une primeur par rapport à cette recherche-là qui va montrer que l'extrême droite est en augmentation au Québec depuis 10 ans, les discours d'extrême droite. Et finalement, on va publier avec Frédéric Boily, qui travaille avec nous en ce moment sur ce rapport-là, le 15 juin, un rapport sur les réseaux complotistes pendant la pandémie au Québec. Et donc, ça va être le 15 juin. Tout ça, c'est publié gratuitement sur notre site web pour ceux qui veulent consulter. Et la dernière annonce que je voulais faire, en fait, c'est que Frédéric Boily va avoir le grand honneur de lancer la collection du CEFIR au mois de septembre. Le CEFIR va avoir une collection de livres aux presses de l'Université Laval. Et le premier livre de cette collection, il va en avoir plusieurs autres pendant la prochaine année scolaire qui vont être publiés, va être un collectif dirigé par Frédéric Boily qui s'appelle « Les droites provinciales au Canada ». Alors, les droites provinciales en évolution au Canada de 2015 à 2020, conservatisme, populisme et radicalisme. Alors, vous pouvez voir que moi-même, j'ai participé à cet ouvrage-là. Et ça va être le premier livre de la collection du CEFIR au PUL qui sera lancé donc en septembre. Mais aujourd'hui, on va parler avec Frédéric Boily, qui est, je voulais le présenter d'abord, Frédéric Boily est professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta à Edmonton, plus précisément à la Faculté Saint-Jean, une des rares facultés francophones dans l'Ouest canadien. Donc, c'est un battant, comme on dit. Il a publié de nombreux ouvrages aux presses de l'Université Laval, notamment des ouvrages sur Pierre-Éliott Trudeau, Stephen Harper. C'est un grand spécialiste de la droite et aussi du populisme. C'est pour ça aussi que j'ai voulu l'inviter et travailler avec lui là-dessus, parce que lui, le populisme, il étudiait ça bien avant que ça devienne in, comme on dit. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un livre qu'il a publié en 2020 qui s'appelle « Droitisation et populisme », qui a été publié aussi aux presses de l'Université Laval. Donc, qui est une recherche, en fait, comparative, hein, qui fait des comparaisons entre le Canada, le Québec et les États-Unis. Un livre extrêmement intéressant et instructif. Et donc, on va, pendant environ 1 heure, discuter de ce livre-là et ensuite, on va avoir une période de questions pour laisser le temps aux gens de poser leurs questions. Alors, je vais commencer, Frédéric, par te demander de nous parler un peu de cette notion de droitisation.
Alors, selon ce que tu nous dis dans ton livre, il y aurait eu deux périodes de droitisation. Puis à la fin de ton livre, bon, tu fais peut-être un petit peu de futurologie. Tu nous dis qu'il y en a peut-être une troisième qui Ouais. commence. Et puis, donc, j'aimerais ça que tu nous parles donc de, premièrement, c'est quoi ce concept que tu avances dans ce livre-là de droitisation? Puis, peut-être Ouais. chronologiquement parlant, ces trois droitisations-là, elles proviennent d'où? Très bien. Oui, excellente question. D'abord, le concept de droitisation, on le retrouve un peu partout dans la littérature, à savoir qu'un certain nombre d'auteurs ont parlé du fait que dans les démocraties occidentales, depuis les années 80, il y aura un processus de droitisation, c'est-à-dire d'une présence de plus en plus importante de la droite dans l'espace politique. Sauf quand on creuse un peu la notion, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la notion de droitisation peut être sur le plan culturel. Par exemple, des valeurs culturelles ou sociales. Pensons à la valeur de la famille traditionnelle, par exemple, qui serait plus présente aujourd'hui et donc qui pourrait être une preuve de droitisation. D'autres vont cependant entendre le terme de droitisation sur le plan économique. Donc, sur le plan économique, si on revient dans les années 80, c'est l'idée que la droite se définit par son rapport à l'État, c'est-à-dire quel rôle l'État a-t-il à jouer dans la société? Est-ce que l'État doit être très présent ou alors plutôt en retrait? Et enfin, d'autres vont vous dire que la droitisation, ben, ce n'est pas nécessairement ça. C'est plutôt sur le plan politique, c'est-à-dire les partis politiques eux-mêmes qui se droitisent. On pourrait donner, par exemple, l'exemple du Parti conservateur sous Stephen Harper, qui adopte un certain nombre de valeurs un peu plus à droite, par exemple la loi, l'ordre et la sécurité. Donc, quand j'ai commencé l'ouvrage, mon objectif, c'était en fait, non pas d'arriver avec des périodes de la droitisation, mais d'essayer de montrer de montrer ou non s'il y avait eu une droitisation sur le long terme. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis aperçu que le concept de droitisation était difficile à circonscrire intellectuellement, qu'il était aussi un objet qui était utilisé dans le champ idéologique par des intellectuels ou par des dirigeants politiques pour essayer, par exemple, de discréditer un opposant politique en l'accusant de droite. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, mon objectif était d'écrire un ouvrage pour montrer qu'il y avait, s'il y avait ou non droitisation. Et à partir de ces difficultés pour définir le terme de droitisation, j'ai dévié vers des périodes de droitisation parce que là, je me suis aperçu, c'est la thèse que j'essaie de montrer, qu'en fait, on ne parlait pas toujours de la même droitisation. Donc, il y a une première droitisation dans les années 80 qui était incarné par des partis politiques sur la scène politique occidentale, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada par donc Brian Mulroney, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, une droitisation qu'on entendait surtout sur le plan, disons, économique, c'est-à-dire le rôle de l'État qui doit être en retrait, l'État qui doit se retirer, l'État qui doit essayer d'équilibrer les budgets. L'auteur intellectuel, disons le maître intellectuel de cette période-là, d'une certaine façon, c'était un auteur, et je dis bien c'était parce qu'il ne l'est plus, Friedrich Hayek, avec La route de la servitude. C'est-à-dire Friedrich Hayek qui avait écrit La route de la servitude dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait été en retrait par rapport à Keynes et par rapport à l'approche keynésienne qui préconisait un investissement de l'État dans la société, dans l'économie, et donc de ne pas nécessairement se préoccuper des déficits budgétaires. Eh bien là, c'est là que Hayek, vers le milieu des années 70, commence à gagner un regain de popularité avec d'autres économistes comme Milton Friedman aux États-Unis, et que là, les dirigeants politiques comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Brian Mulroney vont commencer à essayer d'appliquer ces solutions-là. Et donc ça, cette première forme de droitisation-là, qui est très proche du néolibéralisme, c'est dire l'État doit se retirer, doit être en retrait et laisser les marchés réguler finalement l'espace social.
Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a une première droitisation, on peut dire 1980, et qui se poursuit pendant un certain temps, toutes les années 80, les années 90, et qui graduellement va laisser la place à ce que j'appelle une deuxième droitisation ou une seconde droitisation, qui, elle, est différente. Sauf que ça ne se fait pas, disons, dans un déclic ou à un seul moment. C'est progressivement que cette transformation-là va se faire. Premier moment où la transformation va commencer à se faire, c'est avec la chute du mur de Berlin. En tout cas, du moins, c'est mon hypothèse. 1990, la fin du communisme, la fin de la chute du mur de Berlin. On a l'impression que c'est la gauche, et une impression qui est exacte jusqu'à un certain point, que c'est la gauche qui est impactée de plein fouet par ça. C'est-à-dire, c'est la fin de l'idéal révolutionnaire, la fin du marxisme, et que là, ça s'est mis au rencard et que la droite est victorieuse. Mais en fait, c'était une fausse victoire jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que la droite, finalement, perdait son ennemi traditionnel, son adversaire traditionnel, qui était le marxisme. Et donc, l'anti-marxisme était très présent. Si vous allez voir les discours de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, l'anti-marxisme était fondamental pour eux. Or, à partir du moment où le communisme s'estompe, cet ennemi-là traditionnel disparaît, il se produit comme une espèce de vide idéologique qu'on ne voit pas trop au début, et donc la droite continue sur sa même lancée, pensant qu'elle est victorieuse. Arrive le 11 septembre 2001. Là, on s'aperçoit qu'il y a des changements qui sont survenus avec la fin du communisme qu'on n'anticipait pas. La montée d'un certain nationalisme belliqueux dans les Balkans. Donc, le retour aussi d'une certaine idéologie avec l'islamisme qui est difficile à saisir, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce que ça représente. Et enfin, peut-être un troisième moment là, qui vient corroborer cette idée que là, il y a une deuxième droitisation qui se met en place avec la crise financière de 2007-2008. Et là, ça vient dire, cette crise financière, que les solutions économiques proposées par la première droite ne sont pas adéquates. Au contraire, Wall Street, les gouvernements viennent au secours de Wall Street, viennent au secours des grandes entreprises, au secours des grandes banques pour soutenir l'économie, pour les soutenir. Ce qui fait qu'on adopte les gouvernements à ce moment-là, en 2008, une approche qui est radicalement, d'une certaine façon, différente des approches préconisées dans les années 80. Et donc, on a une espèce de glissement où là, on voit une droite plus soucieuse des questions identitaires, plus soucieuse d'une certaine façon, ou qui va réfléchir à la question du rôle de l'État dans la société et qui se met en place progressivement. Je tiens à ce terme progressivement parce que ce n'est pas des déclics ou des périodes où on peut trancher facilement disons, le passage d'une période à l'autre. Et probablement même d'ailleurs qu'elle a des variations d'un pays à l'autre ou d'un espace, disons, politique à l'autre, même à l'intérieur, par exemple, du Canada. Et c'est pour ça que la droite, à partir du milieu des années 2010, va commencer à revoir son rôle, le rôle de l'État. Et c'est là aussi que la question des partis populistes de droite va commencer à se montrer de plus en plus présente. Elle était là auparavant, mais on les voit surgir de manière plus importante. Et c'est pour ça que l'épisode de Donald Trump, maintenant on peut dire l'épisode de 4 ans, était important, parce que c'est justement, il est arrivé avec un discours où il a dit l'État doit doit réinvestir dans la société américaine. C'est le America First. On se replie sur l'Amérique et on défend notre économie donc avec des mesures protectionnistes qui auraient été impensables lors de la première droitisation. C'est en ce sens-là qu'il y a une transformation de la droite, notamment sur le rôle de l'État, sur les questions identitaires.
et qu'on peut donc identifier à partir des années 2000, du milieu des années 2000, et tout particulièrement à partir de 2008, une deuxième droitisation. Et ça m'amène maintenant à la troisième droitisation, c'est-à-dire, est-ce que là, maintenant, la question du populisme, on peut avoir l'impression qu'elle est un peu disparue de l'écran radar avec la mise au rencard de Donald Trump. Mais est-ce que la question du populisme ne fera pas un retour sur la scène politique et finalement ne constituerait pas le fonds de commerce de la troisième droitisation? Et là, donc, les éléments qu'on voyait dans la deuxième droitisation, notamment par rapport à la question du rôle de l'État dans la société, du rôle de l'État dans l'économie, pourraient maintenant devenir le fer de lance de la troisième droitisation. Et donc, là, le renversement serait total par rapport au néolibéralisme des années 1980 et 1990. Mais est un peu Frédéric, en compte. Oui. excuse-moi, Frédéric, j'aurais une petite question pour toi pour renchérir un petit peu là-dessus, Oui. sur cette troisième vague. Joe Biden, en ce moment, quand on regarde au niveau du partage des vaccins, ça a été noté par plusieurs observateurs. Les États-Unis vaccinent à peu près 3 millions de personnes par jour en ce moment et ont mis la priorité aux États-Unis. C'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai, notamment au niveau des vaccins, c'est que Joe Biden continue un peu la politique de Trump du America First, dans le sens où il n'y a pas vraiment de partage de ces vaccins-là qui se fait avec le reste du monde en ce moment. Bon, là, ils viennent de nous jeter les AstraZeneca dont il n'y avait pas besoin, ils les ont gentiment prêtés. Mais je veux dire, ils vaccinent à coût de 3 millions par jour. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de nationalisme par rapport à ça. Et j'ai vu une statistique intéressante par rapport à ça. Haïti a vacciné 0 personne jusqu'à maintenant. Donc, on se retrouve, on est loin d'être dans le mondialisme qu'on nous annonçait avec Joe Biden. J'ai l'impression qu'on est resté encore un peu dans le nationalisme. Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Tu ne te trompes pas. Je pense qu'on reste encore dans l'America First et on va le voir aussi avec les mesures de protection économique. D'ailleurs, même avant que les résultats de l'élection soient connus, déjà au Canada, on voyait certains responsables politiques, oui, souhaiter l'arrivée de Joe Biden, mais annoncer tout de suite que Joe Biden n'était pas pour revenir à une approche où la mondialisation, du moins sur le plan économique, serait, on reviendra en arrière. Au contraire, il veut poursuivre avec une politique de protectionnisme économique. Sur ce plan-là, ce n'est pas une différence de nature avec ce que faisait Trump. On a plutôt l'impression que c'est une différence de degré. On va voir en pratique ce que ça veut dire parce qu'il reste encore, des négociations à avoir et à savoir exactement quelles seront les mesures. Mais effectivement, pour le Canada dans son ensemble, le Québec en particulier aussi, ça peut avoir des impacts qui montrent que cette question-là de la mondialisation néolibérale, effectivement, on voit des attaques qui viennent à la fois de la gauche, mais à la fois de la droite. Frédéric, je voulais ensuite te parler justement de la notion de populisme. Alors, ça, c'est une notion qui est, disons-le, galvaudée. Et tout le monde traite tout le monde de populisme, mais c'est une notion qui est beaucoup associée souvent à la droite et à l'extrême droite, et très peu à la gauche. Et pourtant, quand on lit ton livre, on voit très bien qu'au cours de l'histoire, il y a des populismes de gauche et des populismes de droite. Et tu parles de deux types de populisme, d'un populisme protestataire et un populisme identitaire. Alors, puis tu nous parles aussi dans ton livre que le populisme commence, je voulais que tu nous en parles aussi, que le populisme n'est pas une idéologie, mais un style politique. Et qui commence, on la voit apparaître aux États-Unis dès 1890. Donc, ça ne date pas d'hier non plus, le populisme. Donc là, je t'ai posé comme 4 questions en même temps, mais je trouve ça très intéressant. Pourrais-tu retracer historiquement pour nous, justement, l'émergence de cette notion de populisme jusqu'à nos jours aujourd'hui, de ce style populiste, en fait? OK. Je vais commencer par définir ce que j'entends par style
populiste. C'est un style politique parce qu'un style, c'est pas comme une idéologie. Une idéologie, ça a comme une sorte d'épaisseur intellectuelle. On peut retracer, par exemple, pour une idéologie, que ce soit le libéralisme, le socialisme ou le conservatisme des auteurs. On ne s'entend pas toujours sur les auteurs qui font partie du panthéon idéologique de telle ou telle idéologie, mais généralement, il y a quand même une certaine filiation intellectuelle qu'on peut retrouver. Et pour reprendre une image avec le populisme, on n'a pas ça. On n'a pas un type qui s'appellerait Popule, qui aurait donné populisme, comme on peut le trouver avec le Marx et le marxisme. Donc, à partir de là, c'est un style, ça veut dire que ça peut se retrouver dans n'importe quelle idéologie. Donc, c'est vrai que ça peut être aujourd'hui plus associé à la droite, mais historiquement, c'était aussi à la gauche. Ça peut être aussi lors d'une campagne électorale avec un dirigeant politique d'un grand parti qui, pour se dissocier d'un autre, va utiliser, mais pour le temps de campagne électorale seulement, le style populiste, c'est-à-dire je suis proche du peuple, les élites ne vous écoutent pas, moi étant originaire, va dire le dirigeant ou la dirigeante politique, mais c'est souvent plus des dirigeants, quoique là maintenant, du côté féminin, on a de plus en plus de populistes aussi, mais on va utiliser disons, cette ficelle-là du « je suis plus proche du peuple que les autres ». Pour ce populisme-là, que j'appellerais un style populiste sauf de temps de campagne électorale, Jean Chrétien est un bon exemple de ça. Il savait jouer de cette image-là du petit gars de Shawinigan, mais jamais il ne sombrait dans le populisme identitaire. Et donc, à partir de cette idée-là que c'est un style, on peut en distinguer deux formes. Sa forme protestataire et sa forme identitaire. La forme protestataire, c'est celle d'un chef politique, d'un leader politique qui dit les vraies choses, qui parle d'un langage populaire, qui origine même du peuple, même si des fois c'est strictement faux sur le plan sociologique, mais qui fustige les élites parce que les élites sont accusées d'avoir volé le pouvoir, d'avoir accaparé les richesses à leur seul profit. Le style identitaire, lui, ne dira pas que c'est simplement le peuple versus l'élite, c'est-à-dire les petites gens. Ce qui va être fustigé, ça va être ceux qui viennent d'ailleurs. Ceux qui viennent d'ailleurs, les immigrés, quels qu'ils soient, qui sont accusés, lorsqu'ils arrivent dans le pays d'accueil, de corrompre l'identité ou la nature du pays d'accueil avec des traditions religieuses, des traditions culturelles différentes qui font en sorte de changer la nature du pays. Et par conséquent, là, le discours populiste va se centrer davantage sur cette question-là de l'immigration. Évidemment, dans la pratique, les deux peuvent cohabiter ensemble. Jean-Marie Le Pen, lors de la présidentielle de 2002, maniait ces deux types de discours-là lorsqu'il a été du deuxième tour, c'est-à-dire lorsqu'au premier tour, il est arrivé deuxième. Et donc, ça, c'est l'exemple typique. À partir de là, on peut s'apercevoir que le style populiste est présent d'une certaine façon presque à l'origine de la démocratie. Parce que le populisme, d'une certaine façon, accompagne la démocratie comme une espèce de face sombre, si on veut, mais il est toujours plus ou moins présent. Donc, les premiers populistes, on les retrouve notamment du côté des États-Unis, du côté de la Russie tsariste, qui, elle, n'était pas démocratique. Donc, une sorte de révolte d'une partie, disons, des élites, mais au nom d'une préoccupation populaire, et notamment du côté des États-Unis, c'est-à-dire les petits fermiers des grandes plaines de l'Ouest américain et jusqu'à un certain point de l'Ouest canadien un petit peu plus tardivement, disant qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur destin économique. Elles n'ont pas le contrôle de leur destin politique parce que les intérêts financiers sont à Wall Street. Les intérêts financiers, ce sont les barons des chemins de fer, les barons des grandes industries et que, par conséquent, elles sont asservies. C'est pour ça que le populisme des fermiers américains là, de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, passait aux yeux d'observateurs étrangers
comme étant presque une sorte de socialité. Parce qu'on voulait que les fermiers se tiennent ensemble, qu'ils mettent en place des coopératives, des communautés pour être capables de se défendre. Donc, dans ce contexte-là, on voit montrer ces premiers populismes du côté des fermiers américains, du côté de la Russie également, où on prend la défense de la petite mère Russie contre les élites qui asservissent le peuple. Par la suite, si on s'en tient au cas nord-américain, ce populisme-là des fermiers va migrer du côté du Canada, notamment du côté des provinces de l'Ouest, comme l'Alberta, la Saskatchewan, où là, on va avoir des mouvements de protestation populistes qui vont réclamer d'avoir un meilleur contrôle sur leur destin économique, et un destin économique qui passait essentiellement par deux dimensions. Le contrôle, disons, du chemin de fer, qu'ils n'avaient pas, et le contrôle aussi de ce qu'on appelle des élévateurs à grains, c'est-à-dire le fait d'être capable de pouvoir vendre le grain, le blé, à des meilleurs prix. Et comme on est loin et excentré des marchés étrangers, et ça, c'est encore une donnée qui est là aujourd'hui, on peut comprendre que le populisme avait cette dimension-là un peu plus forte dans l'Ouest canadien. Et passé 1945, là, on retrouve du populisme qui va commencer à se diffuser un peu plus largement dans l'espace politique. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans le 3e chapitre avec John Diefenbaker et Al Cowett. Ton micro. Parce qu'on m'avait dit de le fermer tout à l'heure parce que je tournais mes pages. C'est ça les beautés de la technologie. C'est ça, Raël Cowett qui a quand même été un personnage important dont tu parles beaucoup dans ton livre, personnage historique important au Québec. Je trouvais ça intéressant, puis j'ai envie de le citer parce que quand tu parles de Raël Cowett, tu abordes avec une description du style populiste. Puis je lisais ta description du style populiste, puis je trouvais qu'on la retrouvait pas mal aujourd'hui chez certains politiciens d'aujourd'hui. La verve et la drôlerie qui cachent en fait un langage dépréciateur et cru qui use de l'exagération. C'est pas mal Donald Trump, ça, quand même. La dénonciation de la classe politique et de la presse, la seconde étant accusée d'être à la solde de la première. Là, je retrouve tous mes complotistes là-dedans. L'opposition tranchée entre le peuple des gens ordinaires et les élites, entre ceux qui, comme il le disait, Raël Cowett, se lèvent aux aurores et ceux qui commencent à travailler plus tard. Exactement. Comme les professeurs. Comme des professeurs, ouais, qui ont des cours qui n'est pas aux aurores. Et enfin, une critique du libéralisme et de la démocratie avec des accents identitaires, comme lorsque Cowett dénonçait la trop grande intensité à ses yeux de l'immigration. Mais ça n'a pas évolué. C'est les mêmes affaires aujourd'hui encore qui sont mis de l'avant par l'extrême droite et une certaine partie de la droite, non? Oui, et ça, il y a une continuité effectivement d'un style populiste et qui s'explique aussi parce que, justement, dans le cas de Raël Cowett, c'est qu'il cherchait à se faire une place au soleil, c'est-à-dire sur la scène politique qui était passablement engorgée à ce moment-là. C'est-à-dire, vous avez les deux grands partis, le Parti libéral, vous avez le Parti conservateur, et Cowett essaie, d'une certaine façon, avec les créditistes, puis les créditistes dans les années, c'est-à-dire qui étaient très forts en Alberta, essayaient de se trouver une sorte d'incarnation sur la scène fédérale et ils ne savaient pas trop comment arriver à se matérialiser. Donc, ils ne savaient pas s'ils allaient aller sur des scènes provinciales, les différentes scènes provinciales, ou alors aller sur la scène fédérale. Et donc, ça pose des problèmes. Même au Québec aussi, où la scène politique était congestionnée, avant les années 60 par le Parti de l'Union nationale, mais même par la suite, quand le Parti libéral va prendre le pouvoir et par la suite le Parti québécois, vous avez ces deux grands partis. Et donc, dans la logique du populisme, il faut se faire une place au soleil. Et donc, comment on arrive à la faire? Là, on utilise la verve et la drôlerie. C'est ce qu'a fait, d'une certaine façon, Donald Trump également. Il arrive sur une scène politique où il y a deux grands establishments, le démocrate et de l'autre côté, l'establishment républicain, qui le rejettent
tout le monde rejetait, avant que Trump réussisse à prendre la direction du parti républicain, à gagner l'investiture, il était rejeté. Donc, il faut, pour être capable de, disons, d'avoir un impact sur l'électorat, d'utiliser justement ces ficelles du populisme, donc la verve, la drôlerie, l'exagération. On tombe, dans le cas de Trump, vraiment dans les insultes et les injures. On ne va pas toujours aussi loin, mais du côté de Cahouette, on trouve cet élément-là. Et c'est pour ça qu'il y a une permanence du populisme. C'est parce qu'on est en démocratie, il faut faire appel au peuple. Il y a des partis traditionnels qui ont leur électorat plus ou moins stable, aujourd'hui beaucoup plus instable. Et donc, comment arriver, si on est un tiers parti ou qu'on est en 4e ou 5e position, à se faire voir? Et c'est là que l'opposition entre le peuple et l'élite peut être utile. On dit que les élites politiques des deux grands partis ou des grandes formations politiques dominent le système politique. Arrive un chef politique qui a de la verve, un certain charisme et qui joue sur disons, ces thématiques-là. Et là, le problème, c'est que pour les populistes, c'est de savoir si on reste sur le registre protestataire ou on va sur le registre identitaire. Avec Cahouette, là, justement, à certains moments, on voit qu'il va sur le registre identitaire pour essayer de dire, bon, il y a trop d'immigration, il faudrait peut-être être un peu plus, disons, restrictif et des choses comme ça. Et l'autre populiste que j'étudie pour essayer de montrer la permanence du populisme dans ces années-là, donc bien avant Donald Trump, c'est Diefenbaker, qui, lui, est à la tête d'un grand parti, mais qui était rejeté, lui aussi, par l'establishment de son propre parti. C'est-à-dire qu'il était vu comme quelqu'un qui était étranger aux élites du parti. Donc, ça lui a pris du temps avant de pouvoir. Oui. Un peu comme Trump et le Parti républicain, finalement. Exactement. Une même dynamique. Pas le même discours. Sur le plan du discours, si on analyse les politiques, non, Diefenbaker n'est pas dans ces eaux-là. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut parler de style politique. Donc, sur le plan du style, oui, c'est la même dynamique qui se produit, une dynamique qui permet à un outsider, comme on dit parfois, de réussir à capter un électorat puis à se hisser au pouvoir. Le problème, juste pour terminer avec ça, le problème avec les populistes, c'est qu'une fois arrivés au pouvoir, quand ils arrivent au pouvoir, ce qui n'est pas si fréquent que ça, ben là, il faut qu'ils perdent habituellement le côté populiste. Il faut qu'ils deviennent, disons, faut qu'ils deviennent des chefs d'État. C'est ce que n'est pas parvenu à faire Donald Trump, finalement. Il est resté populiste comme il l'était avant la campagne électorale, ce qui fait que quand est arrivée la pandémie, ben là, il apparaissait absolument pas présidentiable. Une petite question supplémentaire sur ça, puis on pourra passer à notre sujet. Tu parles dans ton livre de populisme de gauche aussi, puis tu mentionnes qu'aux élections fédérales 2008-2011, tu parles d'une banalisation du populisme et tu dis ouvertement que, en fait, Jack Layton a lui-même utilisé le populisme. Oui, absolument. Et ça, j'aurais pu revenir sur ça parce que c'était des choses que j'avais déjà développées, mais je tenais à les redire et à les réaffirmer parce que avec l'arrivée de Donald Trump, on a eu l'impression que le populisme était toujours juste à droite et à l'extrême droite, et donc c'était une propriété exclusive de la droite. Or, en fait, on pourrait même remonter au chef néo-démocrate Ed Broadbent, qui, lorsqu'il se faisait poser directement la question, se disait populiste, parce qu'il voulait représenter, Broadbent, les classes populaires de gauche avec des politiques qui pouvaient élever le niveau de vie de ces classes populaires. Et Layton a joué exactement dans ce registre-là, et il pouvait d'autant plus le faire que il avait cette espèce de charisme-là. À un moment donné, au Québec, on disait, Layton, quand il a connu ses succès, on l'appelait le bon Jack. On le voyait, je me souviens encore lors d'une campagne électorale, lorsqu'il était derrière un bar servant un boc de bière à un partisan du Canadien. Il y avait un match du Canadien ce soir-là et des choses comme ça. Justement, il connectait très bien avec monsieur et madame tout le monde. Ça lui a pris un certain temps, cependant,
avant d'arriver à, disons, à faire cet apprentissage-là, probablement aidé par la figure inverse de Stephen Harper, qui lui apparaissait plutôt comme une espèce de robot qui connectait très mal avec monsieur et madame tout le monde. Parlons de Doug Ford. Ta collègue politologue Stéphanie Chouinard, qui est professeure en Ontario, dans le livre d'ailleurs qu'on a fait ensemble, elle dit que Doug Ford, c'est un populiste. Toi, c'est un petit peu plus nuancé ce que tu as à dire là-dessus sur Doug Ford. Tu es peut-être moins, je dirais plus nuancé. Est-ce que c'est un populiste, Doug Ford? C'est ça ma question. Il y a du populisme chez Doug Ford, mais il n'est pas exclusivement populiste. Moi, je dirais que c'est pour ça que dans ce collectif-là dont tu parles, effectivement, je reviens souvent, dans mes propres textes, sur l'idée qu'il faut distinguer ce qui relève de la droite, d'un homme conservateur de droite qui peut être très à droite, et de ce qui relève du populisme. Il n'y a pas nécessairement une connexion entre les deux. Par exemple, tantôt, j'ai mentionné Stephen Harper. Stephen Harper n'était pas très populiste d'une certaine façon. Il a essayé de jouer ça, mais ça ne correspondait pas au personnage. Doug Ford, oui, il y a une dimension de populisme protestataire quand il critique les élites de Toronto. Par contre, sur la question de l'immigration, sur les questions de populisme identitaire, moi, je ne vois pas du tout Doug Ford dans ce registre-là. Donc, je sais qu'il y a eu des controverses lorsque, dès le premier budget, on a mis de côté l'université francophone, ce qui est revenu par la suite, où on l'a accusé de francophobie, des choses comme ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait ça du côté de Doug Ford, de francophobie ou des choses comme ça. Donc, il y a un style de populisme protestataire qui l'a aidé à se faire élire à la tête du Parti conservateur en Ontario, mais qui a pas mal disparu de toute façon lors de la pandémie. Là, peut-être que c'est un peu en train de réapparaître, mais il reste plus un homme de droite avec qui on peut être ou pas, avec qui on peut être en désaccord ou pas, mais le populisme n'est pas très développé chez lui. Mais de toute façon, dans le cadre de la pandémie, être un homme ou un gouvernement de droite, c'est un petit peu difficile quand on a des budgets déficitaires puis qu'on dépense des millions et des milliards pour... on est loin de la droitisation des années 80, là, autrement Absolument. dit. Donc, ce qu'on pense habituellement comme étant d'un gouvernement de droite, ils ne peuvent même pas l'être en ce moment parce qu'il faut qu'ils dépensent de l'argent. Donc, les schémas, je pense, habituels sont peut-être remis un peu en question à cause de la pandémie. Il y a quand même un parti politique assez francophobe qui fait du populisme identitaire, puis tu en parles dans ton livre, c'est l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Ouais. Un parti assez marginal là, qui est au Nouveau-Brunswick, mais qui a réussi quand même à m'emmener il y a quelques années à détenir la balance du pouvoir. Là, est-ce qu'on a affaire à un populisme identitaire? Oui, là, on a plus affaire à un populisme identitaire, puis Stéphanie Chouinard le montre aussi là, dans son texte qu'elle écrit en collaboration sur ce sujet-là avec sa collègue Kelly Gordon. Oui, parce que d'abord, la question du bilinguisme au Nouveau-Brunswick est une question identitaire qui a donné lieu à des débats qui avaient une dimension clairement francophone, anglophone. Ce qui est moins le cas en Ontario, même si ça existe, où je pense qu'on a peut-être une relation plus pacifiée en Ontario jusqu'à un certain point, même s'il y a des problèmes. Mais au Nouveau-Brunswick, je pense que d'une certaine façon, c'est l'envers de la médaille du succès des francophones au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire d'avoir pu se doter d'institutions importantes, d'avoir même pu, à certains moments, être à la tête du gouvernement avec Louis-J. Robichaud dans les années 60. Donc, d'avoir créé ce qu'on peut appeler ce backlash de la part de certains anglophones qui se sont retrouvés dans des partis politiques jusqu'à aujourd'hui qui montrent une réticence face à la place des francophones dans l'espace politique néo-brunswickois. Je pense que là, on va avoir un petit débat. Parce que tu parles des 3 tentations de la droite. Et à un moment donné, tu parles de la tentation, attends, je veux te citer la tentation du conservatisme social et religieux.
Et donc, quand tu parles de ça, et je te cite, la droite religieuse est loin d'avoir au Canada l'influence qu'on lui prête. Alors, tu peux comprendre que je vais peut-être, parce que moi, j'étudie beaucoup, justement, les droites religieuses, Ouais. t'ostiner un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, qu'elle n'a pas cette influence-là? Parce que d'autant plus, je ne sais pas si tu as lu un de ces jours un très bon livre de Marcy McDonald qui s'appelle The Armageddon Factor, le facteur Armageddon, qui Oui. montrait dans le gouvernement de Stephen Harper, justement, toute l'influence que les groupes religieux, comme l'Opus Dei, par exemple, pouvaient avoir sur les conservateurs de Stephen Harper. Donc, j'avoue que j'ai sursauté quand tu as dit ça dans ton livre, et je croyais entendre certains amis politologues, quand j'ai commencé à étudier la radicalisation il y a quelques années, qui me disaient « Ah, la radicalisation, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est politique, ça. » On n'a pas l'impression, à un moment donné, en tout cas, qu'on parle un peu toujours de notre point de vue jusqu'à un certain point, mais enfin, j'aimerais ça vraiment que tu m'expliques pourquoi la droite religieuse n'a pas l'influence qu'on lui prête. Essentiellement parce qu'elle n'arrive pas à faire passer les législations qu'elle voudrait voir mettre en place par les gouvernements. C'est-à-dire, c'est vraiment sur le plan disons, du succès politique. Est-ce qu'on est revenu en arrière par rapport au mariage des conjoints de même sexe ou les mariages gays? Non. Est-ce qu'on revient en arrière avec la question de l'avortement? On voit qu'il y a certains sondages qui montrent que c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser, mais au niveau politique, on ne revient pas en arrière. Même au sein du gouvernement en place, c'est vrai qu'on a laissé certains votes avoir lieu, mais on n'est pas revenu en arrière non plus. C'est pour ça, c'est sur la question du succès politique de cette droite-là. C'est-à-dire, et ça, là-dessus, je comprends pourquoi tu as sursauté, puis je me doutais que tu sursauterais. Donc, je ne suis pas surpris que tu sursautes d'une certaine façon. Parce que mais c'est vraiment une question importante, parce qu'on le voit lors des congrès, par exemple, conservateurs, c'est clair que la droite religieuse et sociale, là, parvient à se faire entendre. Puis elle parvient à peser sur le résultat final. On l'a vu encore avec Aaron O'Toole. Alors que moi, je croyais que ce débat-là serait pas mal mis de côté. On l'a vu revenir encore au dernier congrès, quoi, il y a peut-être maintenant 3 Oui. semaines. Ben oui, ils ont voté Ils sont contre lui. encore. Ils ont voté Donc, contre ils Erin font... O'Toole. Hein? Ils ont voté contre Erin O'Toole sur la Oui, proposition notamment de exact. l'existence même des changements climatiques. Et c'est comme un épouvantail. À chaque fois qu'on pense que c'est fini, ces questions-là, du côté de la droite et du Parti conservateur, ça revient à la charge, Frédéric. Alors, oui, en termes de succès politique, parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas de succès avec ça, mais on dirait qu'ils sont comme incapables, à droite du spectre politique au Canada, de se débarrasser de ça, finalement, de cette tentation sociale et religieuse, quoi. Oui, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai aussi inclus dans le chapitre où je discute de la droite canadienne, parce qu'effectivement, je pensais que c'est encore présent, que c'est encore une tentation qui est là. Mais cette tentation-là, sur le plan des fruits politiques que ça pourrait donner, ça, c'est clair que pour le moment, ils ne parviennent pas encore et on prévoit pas, on voit pas dans un avenir prévisible qu'ils vont y parvenir. Mais sur la question de leur présence lors des congrès à l'intérieur des partis, même en Alberta, où la droite religieuse est quand même importante, sur le plan des législations politiques, c'est probablement là où on pourrait voir le plus d'influence. Par exemple, sur la question des alliances gays et hétérosexuelles. Les alliances gays et hétérosexuelles à l'intérieur, je le dis aussi pour l'ensemble, c'est des participants, c'est des groupes à l'intérieur des écoles pour permettre aux gays et hétérosexuels de se rencontrer dans un espace un peu préservé. Et il y a eu des gros débats pendant presque 10 ans, en fait, en Alberta, à savoir, par exemple, si les jeunes qui participaient à ça au niveau secondaire, est-ce qu'il fallait avertir leurs parents ou pas de leur participation dans ces groupes-là? Et là, certains disaient non, parce que déjà, c'est des jeunes qui sont marginalisés.
Si leurs parents sont plus religieux, ça va donc créer des débats. Et à l'intérieur du Parti conservateur, c'est vrai que ça créait beaucoup de débats, des conservateurs avant même de Jason Kenney. Là, le débat est un peu moins important, mais il en demeure pas moins qu'on voit qu'il y a une influence de cette droite religieuse. Là où, par contre, tu as mentionné l'OPUSDI, ces choses-là, c'est que des fois, c'est vrai que à trop traquer, me semble-t-il, cette influence-là, on peut finir par perdre de vue, c'est-à-dire la traduction de cette influence-là sur le plan politique ou sur le plan de la pensée d'un dirigeant politique, de ses actions politiques. Mais c'est vrai que c'est difficile à prouver. Est-ce que ça veut dire que si... est-ce qu'on peut conclure, parce qu'on voit des religieux manger à la même table qu'un dirigeant politique, qu'il y a nécessairement une influence? Je ne sais pas. Ouais, on pourrait en discuter longtemps, mais bon, on va s'arrêter sur cette question-là. Bon, tu parles aussi de tentation de repli régional des conservateurs qui se replieraient finalement sur leur fief dans l'Ouest. Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on aura encore ce split-là entre l'Est et l'Ouest? On a l'impression que ça revient aussi périodiquement, ça, à droite. Sous les années de Stephen Harper, c'était pas mal disparu. C'est-à-dire que Harper venait de Calgary, même s'il n'est pas originaire de Calgary, mais il représentait Calgary. On a l'impression que là, les conservateurs de l'Ouest étaient parvenus à Ottawa. Sauf que là, depuis l'élection de 2015 sur la scène fédérale, l'élection de 2019 et là, la prochaine élection qui va se profiler, effectivement, la tentation du repli régional est très forte. Je la vois ici. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais il y a plusieurs partis politiques. Je dis vraiment plusieurs partis politiques, c'est-à-dire autant en Alberta qu'en Saskatchewan, qui, sur le plan provincial, se sont présentés aux élections. Pas des gros résultats, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que ça pourrait se traduire sur la scène politique fédérale avec un parti qui s'appelle le Parti Maverick et qui pourrait vouloir créer comme une espèce de bloc québécois. C'est pas la même idéologie, mais sur le plan politique, c'est-à-dire représenter l'Ouest, représenter l'Alberta, la Saskatchewan, une partie aussi de la Colombie-Britannique de l'intérieur, et de faire élire un contingent de députés pour représenter les intérêts de l'Ouest parce qu'on n'a plus confiance en Erin O'Toole. On n'a pas confiance qu'Erin O'Toole va pouvoir gagner la prochaine élection et que Erin O'Toole, de toute façon, est trop proche du Québec et de l'Ontario et qu'il veut séduire les électeurs du Québec et de l'Ontario et qui est en train de larguer les intérêts de l'Ouest. Ça, je pense que cette tentation-là régionaliste est la plus importante présentement parce que et elle pourrait devenir une tentation populiste aussi là, si on avance un discours comme quoi les élites sont dans le triangle Ottawa, Toronto, Montréal ou Québec, selon, et que le petit peuple de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba est sous l'asservissement de ces élites laurentiennes. Parlant de tentation populiste parle-moi du populisme intelligent de Maxime Bernier, quand même, et de son Parti populaire du Canada. Est-ce qu'il va mieux performer au prochain? Je sais que je te demande de faire de la futurologie, mais est-ce qu'un jour, parce que ça correspond, ce populisme, disons-le, c'est pas toi qui dis ça, le populisme intelligent, c'est lui, là. Oui, c'est lui, Qui se déclare populiste intelligent. Donc, lui, quand même, il se dit ouvertement populiste, mais tu disais dans ton... Puis là encore, on va peut-être avoir une petite ostination. Tu disais que tu ne voulais pas le qualifier d'extrême droite, ce parti-là de Maxime Bernier. Pourtant, quand il parle... il parle de réduire l'immigration, il s'en va pas mal dans le populisme identitaire. Et il s'associe aussi avec des gens de groupes d'extrême droite, même fascisants. Mais là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que parce qu'il a été dans un dîner avec 2-3 leaders de groupes néo-nazis, ça fait de lui un néo-nazi?
Mais quand même, moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Moi, je pense que le populisme, c'est un populisme identitaire dans le cas de Maxime Bernier et que ça, pour moi, ça fait partie de l'extrême droite. Mais explique-nous pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça. Bon, d'abord, je suis d'accord avec toi. Oui, son populisme intelligent, comme il l'a appelé, c'est un populisme qui allait vraiment du côté identitaire. Il a voulu se situer sur le spectre politique comme étant quelqu'un qui défendait une identité canadienne qui serait menacée, une identité québécoise qui serait menacée par un multiculturalisme extrême. Donc ça, il envoyait des messages pour dire que lui, il se positionnait sur cet axe-là. Le problème avec ce populisme dit intelligent de la part de Maxime Bernier, c'est que je pense qu'il a mal lu l'humeur électorale, l'humeur canadienne à l'égard du multiculturalisme. C'est vrai qu'il y a une critique du multiculturalisme qui est plus forte du côté de la droite québécoise, qui est probablement plus forte aussi de manière générale au Québec, parce qu'on fait l'opposition aussi entre multiculturalisme et interculturalisme et tous ces débats-là. Mais en même temps, quand vient le temps de traduire ça sur le plan électoral, c'est pas fondamental. Parce que la question, disons, d'une anxiété culturelle des Canadiens et même des Québécois face à une immigration qui serait vue comme étant massive et qui changerait la composition du Canada, n'a pas cette même traction-là. Et là, ça me permet de revenir au second aspect de ta question. Pourquoi est-ce que je ne vais pas si loin que de le qualifier d'extrême droite? Parce que j'ai l'exemple du Front national en tête. Moi, pour les besoins pour l'auditoire, j'ai commencé à étudier la droite avec mon mémoire de maîtrise sur le Front national. Et le Front national, il ne disait pas simplement il y a trop d'immigration. Oui, il y a trop d'immigrants, mais il faut même les retourner chez eux. Donc, c'était même une politique du retour chez eux. Vraiment une politique qui était beaucoup plus restrictive. C'est pour ça que si je jauge le discours de Maxime Bernier avec celui, par exemple, maintenant, de Marine Le Pen ou encore celui de Jean-Marie Le Pen qui représentait bien le nationalisme, le national-populisme dans sa forme presque pure, j'ai l'impression, ou j'arrive à la conclusion, que celui de Bernier, même si c'est un populisme qui veut jouer dans les eaux du national-populisme identitaire, n'arrive pas quand même à ce même niveau-là. C'est pourquoi je dirais plutôt que Maxime Bernier, c'est une droite qui longe vers le radicalisme, oui, mais vraiment encore à l'extrême droite, je dirais, je serais encore circonspect par rapport à ça. Bon, on achève déjà notre heure, mais je vais terminer par une dernière question. Dans la dernière partie de ton livre, tu nous parles en fait de chroniqueurs dans les journaux qui auraient des femmes de droite. Ça se peut-tu, des femmes de droite? Parce qu'à date, on a parlé que d'hommes. Et j'ai Ouais. trouvé ça intéressant, cette partie-là de ton livre, parce qu'on a l'impression, c'est ça, que la droite, c'est le fief presque exclusif des hommes, avec peut-être l'exception de Margaret Thatcher. Mais là, tu nous sors en fait des femmes proéminentes qui seraient de droite au Québec et au Canada. Notamment, deux exemples me viennent à l'esprit, Barbara Kay, je pense qu'elle est au National Post, et Ouais. Denise Bombardier au Journal de Montréal. Alors, peux-tu nous expliquer en terminant pourquoi ce seraient des femmes de droite? Quelle est leur idéologie? Qu'est-ce qu'il y a dans leur idéologie ou dans parce que tu as étudié une vaste quantité de leurs articles, il faut le dire, tu as quand même un corpus assez gros. Comment tu as fait pour déterminer qu'elles étaient de droite? Bon, pour le National Post, c'était. Ben d'abord, pourquoi est-ce que j'ai étudié des intellectuels de droite? Parce qu'on a l'impression, justement, parce qu'on parle toujours de la droite comme étant presque une espèce de propriété exclusive des hommes, et qu'on voit monter un peu partout des femmes de droite.
Marine Le Pen en est un bon exemple. Et là, je parle des femmes de droite dans des partis politiques. Puis, on a eu également au Canada, en Alberta notamment, le Parti conservateur a été dirigé par des femmes, Alison Redford, un bref moment, mais aussi en Colombie-Britannique. Mais du côté des intellectuels de droite, ça a beaucoup été moins étudié. Donc, comment arriver à déterminer le corpus? D'abord, je ne voulais pas un corpus qui soit strictement anglophone ou strictement francophone, parce que je voulais être capable de voir s'il y avait des convergences idéologiques ou des divergences. Des divergences idéologiques, assurément. Ça, je pouvait pas autrement, pas faire autrement qu'il y en ait. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y avait pas des convergences sur certaines questions? Donc, le National Post, c'est un quotidien ouvertement à droite et ceux qui écrivent là sont, hommes comme femmes, généralement associés à la droite, même s'ils peuvent accueillir des plumes de d'autres sensibilités politiques dans des textes. Pour le cas du Québec, c'était un petit peu plus compliqué. Par exemple, c'est vrai que Denise Bombardier n'est pas nécessairement associée à la droite, quoique il y a plusieurs textes qui montraient certaines analyses montraient qu'il y avait une certaine position de droite chez elle, notamment dans la défense de l'espace culturel, dans la défense d'un certain nationalisme et dans la façon de présenter notamment certains débats sur le féminisme ou certains débats concernant l'islamisme. Et c'est là que ça m'amenait également à Lise Ravary, qui, elle, se réclame de la droite, et Nathalie El Grabi-Lévy, qui elle aussi se réclame de la droite, mais de la droite plus économique. Donc, j'avais un spectre francophone-anglophone, j'avais un spectre également d'une droite, disons, plus économique, et qui écrivent aussi dans les journaux, Journal de Montréal, donc, et National Post, des journaux que... Le Journal de Montréal, on ne peut pas dire que c'est strictement à droite, mais il accueille des plumes de droite, ça c'est clair. M. Bock-Côté, par exemple, et que par conséquent, le corpus a été déterminé de cette façon-là. Et je voulais aussi des intellectuels au sens où il fallait trouver pas simplement des chroniqueuses, mais des intellectuels qui avaient écrit aussi un certain nombre de livres, ce qui est le cas des cinq. Donc, ça, c'est pour la question du corpus. Maintenant, justement, là, la question, c'est de savoir à partir de quel élément on peut déterminer qu'elles sont de droite ou de gauche. Et c'est là que est arrivée l'idée de les comparer entre elles par rapport à leur position sur Donald Trump, par rapport à leur position sur la question de l'islamisme, sur la question du voile, sur la question du burkini, sur des questions de ce type-là. Et la conclusion à laquelle j'arrive, en tout cas c'est celle que je soumets au lecteur, c'est de dire qu'il y a une sensibilité de droite chez elle, c'est-à-dire que, par exemple, sur la question de Trump, elle ne se rallie pas à Hillary Clinton comme telle. C'est-à-dire, ils restent très critiques de Clinton, mais ils ne se rallient pas non plus à Trump. Mais au départ, on laisse une chance à Trump, à Donald Trump d'une certaine façon. Et donc, ça les met dans une position d'une droite intellectuelle telle qu'on retrouve aux États-Unis ou aussi au Canada, où on ne se rallie pas au pôle, disons, qui serait celui, le pôle de gauche, de se rallier à Hillary Clinton inconditionnellement, disons, ou conditionnellement. Et on ne se rallie pas non plus à Donald Trump tel quel, mais on reste dans une position où on est, disons, dans une droite qui va essayer de, disons, de comprendre jusqu'à un certain point l'arrivée de Donald Trump. Et par la suite, l'autre, disons, élément qui me permettait de déterminer leur position de droite, et ça, c'est une divergence entre les intellectuels de droite et les intellectuels francophones et les intellectuels anglophones sur les questions touchant l'islamisme également. Et ça, là, on voit l'influence française, de la droite française, d'intellectuels comme Pascal Bruckner et compagnie. Et donc, qui ne sont pas à l'extrême droite, qui ne sont pas des inconditionnels de Donald Trump, mais qui, en même temps, vont défendre des positions que certains appelleraient, par exemple, néo-républicaines ou d'autres, où le cadre national devient important. Ça, je pense que s'il y a une idée qui est importante chez les intellectuels francophones, c'est que l'importance du cadre national, qui n'est pas nécessairement à droite, peut être à gauche, peut être à gauche, puis défendre le nationalisme, mais la manière de le défendre à partir d'un certain nombre de valeurs culturelles fait en sorte que
ça les situe, à mon avis, davantage sur le côté droit du spectre politique. Est-ce que tu es en train de nous dire quelque part que la peur de l'islam est en train de réunir les deux solitudes au Canada jusqu'à un certain point? Oui, ça pourrait, effectivement. C'était une critique de l'islam peut effectivement réunir les droites. Parce que, d'une certaine façon, la droite au Canada, et Québec y compris, c'est un peu étrange, mais oui, plus que la question nationale d'un prochain référendum n'est pas à l'horizon, ça fait en sorte qu'il y a des questions qui sont similaires ou qui sont vues de manière similaire, même si on n'a pas l'impression, en raison de la division linguistique, que c'est le cas. Mais sur la question de l'islam, notamment Barbara Kay, il faut dire que Barbara Kay est originaire de Montréal aussi, elle vit à Montréal. Donc, il peut y avoir cette sensibilité-là très québécoise. Donc, elle ne partageait pas toutes les vues des intellectuels québécoises, mais sur certains aspects, elle défendait les positions, par exemple, québécoises lors des premiers projets de loi concernant là, les signes religieux et ces choses-là. Même la loi Donc, 21? non, la loi 21, ça, je ne me suis pas rendu jusque-là. Ah, OK. J'ai moins étudié là, parce que c'est le fait que l'écriture du livre. Bien, merci beaucoup, Frédéric. Ce fut fort intéressant. Il faut le dire que pendant cette pandémie, l'occasion d'avoir des conférences et des entretiens comme on en a toujours à la bibliothèque en temps normal dans le cadre des Mon Petit Entretien. Là, on en a beaucoup moins cette année, malheureusement, donc ça a été vraiment plaisant. On n'a pas fini. On va demander à mon collègue Jacques Prévost de nous relayer des questions de l'auditoire pour toi, Frédéric. Alors, Jacques? Oui, bonjour. Ben, merci d'abord, avant tout, à Frédéric là, de se prêter au jeu de l'entretien. Et merci bien sûr à Martin d'avoir habilement mené cet échange très, très, très éclairant. Déjà, des questions ont commencé bien sûr à s'écrire. Alors, j'en transmets une première question. Elle s'adresse bien sûr à Frédéric. Elle vient d'une de nos étudiantes. Je la reformule et je reprends un peu l'esprit de la question. On sent que la droitisation a le vent un petit peu en poupe d'une certaine façon, mais est-ce qu'on peut, si on regarde dans une boule de cristal, peut-être penser un jour que justement ce phénomène de droitisation puisse peut-être s'essouffler, peut-être potentiellement avec une montée de la, mettons des guillemets aussi, là, donc de son pendant, là, la gauchisation là, comme telle. Donc, si la droitisation semble bien ancrée, est-ce qu'on peut pronostiquer avec certains revers électoraux, exemple avec Donald Trump en 2020, que ça puisse s'essouffler, ça, la droitisation? Donc, première question. Bien. Je vais regarder dans ma boule de cristal, puis bon, elle est pas mal embuée, je pense. C'est très difficile d'arriver à faire des prédictions, même si à la fin, lorsque je terminais l'écriture du livre, la pandémie éclate et que là, j'ai essayé de faire un petit peu de futurologie, mais en fait, d'émettre certaines hypothèses. Donc, cette hypothèse-là, est-ce que la droitisation va se poursuivre? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, au contraire, qu'on continue sur la même lancée et qu'on assiste à dans certains pays, à certaines élections, que la droite continue de prendre, disons, racine et même qu'elle dans certains cas, comme en France, que le Rassemblement national puisse même prendre le pouvoir. Ce n'est pas exclu. Il y a plein de sondages qui montrent que s'il y avait un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les choses pourraient être passablement compliquées pour Macron. Mais en même temps, il faut se garder de faire des prédictions trop tranchées parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle direction la pandémie, notamment, va amener les gouvernements. C'est-à-dire notamment sur la question du rôle de l'État. Et on le voit, ça pose des grande question à Aaron O'Toole, le chef du Parti conservateur pour le moment, à savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit préconiser un programme où il va y avoir un État beaucoup plus présent ou un État qui va agir en matière sociale
Pour le moment, c'est très difficile à dire. Et l'autre élément aussi, ça revient à la question que Martin avait posée par rapport à Biden et America First. Est-ce que Biden va lui aussi adopter certaines politiques qui ne sont pas nécessairement de gauche, mais qui continuent dans la foulée de ce qu'avait déjà fait Donald Trump avec le America First. Donc, on peut se retrouver avec une sorte de nationalisme économique, de démondialisation, pour reprendre certains thèmes qu'on entend parfois du côté du Québec, qui vont plutôt s'accentuer. C'est tout à fait une possibilité. Qui est à l'horizon. Et finalement, juste pour terminer avec la question du populisme, c'est-à-dire que aux États-Unis, il peut se lever encore un populisme. Est-ce qu'il va être à gauche ou à droite? Ça reste encore à voir. Mais si on regarde l'histoire des États-Unis sur le long terme, il y a toujours eu un chef ou un dirigeant politique ou un mouvement politique qui va se réclamer du populisme. Alors, je fais évidemment le suivi avec une autre question. Elle vient d'un de nos étudiants cette fois-ci. C'est concernant donc la droite en général. On se questionne ici sur la place des minorités dans l'idéologie de droite comme telle. Donc, peut-être qu'à l'intérieur de la question là, qui est posée, c'est qu'on a peut-être tendance à penser que la droite appartient surtout, mettons des guillemets, aux Blancs comme tel en Amérique du Nord et que les minorités sont probablement un petit peu plus secondarisées. Qu'en est-il justement de la place des minorités à l'intérieur de ce grand discours de l'idéologie de droite? Ah, ben ça, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que on va prendre le cas du Canada pour réfléchir. Le Canada du Canada est peut-être un peu atypique ici. C'est-à-dire que la droite canadienne, dans les années 90, sur le plan électoral, se faisait accuser, notamment du côté des conservateurs de l'Ouest canadien avec le Parti réformiste, d'être anti-immigration, d'accueillir des voix anti-minoritaires. C'était contre tous les groupes d'intérêt qu'on appelait d'intérêts spéciaux, les special interests en anglais. Et donc, à partir d'un certain moment, la droite a changé son discours et au contraire a essayé, dans la droite canadienne, d'intégrer des minorités à l'intérieur de son parti et de son discours et même de ses politiques, mais des minorités arrimées au discours économique, c'est-à-dire oui, la droite canadienne est pour l'immigration, mais pour l'immigration en autant que ce soit un bénéfice économique important pour ou bien la province ou pour l'ensemble du Canada. D'ailleurs, ça a été repris en partie par le Parti libéral jusqu'à un certain point. C'est-à-dire sur cet aspect-là des bienfaits économiques de l'immigration et de l'intégration des minorités à l'intérieur des partis politiques, on s'entend généralement sur cet aspect-là. D'ailleurs, quand les libéraux ont pris le pouvoir en 2015, il n'y a pas eu de grand changement sur la politique migratoire canadienne dans l'ensemble. Sauf que les conservateurs, par rapport encore aux libéraux, par rapport à la gauche, sont encore en déficit, disons, de légitimité par rapport à ça. Et c'est pourquoi, là, maintenant, du côté des conservateurs, on l'a vu, je dirais, dans deux domaines, notamment du côté des gays et homosexuels, on essaie de développer ce qu'on appelle LGBTary. Donc, un mouvement qui permettrait d'aller chercher des minorités ethnosexuelles ou sexuelles à l'intérieur du Parti conservateur, avec des effets assez mitigés sur le plan électoral. Et de l'autre côté, on essaie aussi de montrer que le Parti conservateur n'est pas simplement un parti, justement, d'hommes blancs de 55 ans, mais qui est davantage ouvert aussi à des minorités ethno-culturelles. Et on parle là récemment de ce qu'on appelle le black conservatism, le conservatisme noir. Donc, de certains, disons, figures de proue du conservatisme qui seraient aussi des minorités, dans ce cas-ci, minorités noires. On en a un ministre ici, le ministre de la Justice maintenant, M. Madou, qui représente ce courant-là dans les journaux, en tout cas, on l'a présenté comme ça, mais aussi à l'intérieur du Parti conservateur canadien, avec Leslyn Lewis, qui représentait, elle aussi,
cette dimension-là culturelle, mais aussi la dimension du conservatisme social. Il se trouve que parfois, dans les minorités ethno-culturelles, on a, disons, des valeurs plus conservatrices. Ce n'est pas toujours le cas, et ça ne se traduit pas toujours sur le plan électoral, mais il y a des efforts de la part de la droite canadienne de montrer une plus grande diversité et une plus grande diversité qui pourrait payer électoralement, évidemment. Alors, on poursuit toujours avec les questions qui originent de notre auditoire étudiant. Bon, sachant que vous êtes un spécialiste là, de la droitisation et des partis et des groupes de droite, depuis d'ailleurs votre mémoire de maîtrise là, sur le Front national, qui, soit dit en passant, le Front national qui est devenu le Rassemblement national, donc le titre a changé, mais il y a une de nos étudiantes qui se posait la question, donc sur l'autre spectre, comment le populisme de gauche se manifeste-t-il comme tel? Donc, on a bien compris, je pense, les contours du populisme de droite et de la droitisation comme tel, mais le populisme de gauche, il s'exprime comment? Quelle est sa force actuellement? Le populisme de gauche, présentement, est en retrait par rapport au populisme de droite. Et ce qu'on voit, c'est des efforts pour essayer de revamper cette tradition-là de populisme de gauche qui aurait été abandonnée en quelque sorte. Elle aurait été abandonnée parce que la gauche aurait perdu de vue le fait que les classes populaires constituaient son bassin naturel d'électeurs et qu'on n'avait plus nécessairement des politiques qui étaient adaptées à élever justement le niveau de vie des classes populaires. C'est comme si la gauche avait donc délaissé finalement ce qui faisait sa force auparavant, c'est-à-dire le keynésianisme, le fait qu'on mettait en place des politiques pour renforcer le filet de sécurité sociale. Donc, du côté gauche, ceux qui prônent un retour au populisme, comme Chantal Mouffe, et on retrouve ça aussi du côté de Québec solidaire, là, cette tentation-là de vouloir se rapprocher des classes populaires avec des mesures, par exemple, de participation électorale plus directe, des référendums d'initiative populaire ou des processus de rappel des députés, par exemple, pour garder un lien plus direct entre l'électorat et ceux qui sont élus. J'ai accordé une entrevue, ça fait peut-être un mois maintenant, justement, sur ce processus-là de ce qu'on peut appeler le rappel des députés, c'est-à-dire que vous avez dans une circonscription un certain nombre d'électeurs qui signent une pétition et vous pourriez rappeler votre député, le soumettre à un nouveau vote. Et on retrouve aussi ces idées-là du côté gauche, comme du côté droit d'ailleurs. C'est ça qui est étrange, mais en fait, l'idée de rappel des députés est née à gauche à la fin du 19e siècle, en fait. Mais là, elle est récupérée par la gauche d'une certaine manière pour essayer de se rapprocher du peuple. Et c'est dans ce sens-là que la gauche veut essayer de trouver des mesures ou des politiques qui permettraient de raffermir ce lien-là qui s'est brisé d'une certaine façon avec un électorat plus populaire. Alors, merci encore une fois pour les éclairages toujours extrêmement judicieux. Une question rapide d'une de nos étudiantes qui concerne notre premier ministre actuel au Québec. Comment situer François Legault dans ce spectre du populisme et de la droite comme tel? Si on a à tracer les contours de François Legault, on arriverait à le situer où exactement, ce personnage politique? Oui, c'est une excellente question, puis je me la suis posée lorsque j'avais écrit mon ouvrage sur la coalition Avenir Québec. Moi, je dirais qu'aux élections de 2012 et 2014, Legault, qui était dans une position de tiers parti, faisait face encore à deux formations politiques qui étaient solidement ancrées dans le terreau électoral québécois. Et donc, pour essayer de se distinguer de ces deux formation politique-là, il a essayé d'adopter le style du populisme protestataire. C'est lorsqu'il parlait que puis à ce moment-là, il y avait des odeurs de scandale très fortes
au Québec. Il y a toutes sortes d'idées que le Parti libéral était plus ou moins corrompu et que par conséquent, cette adoption du style du populisme protestataire a permis à Legault de faire un certain chemin électoral en 2012-2014. À un certain point, on a commencé à parler aussi un peu de la question de la défense de l'identité québécoise, mais je pense que la coalition Avenir Québec sous François Legault a su s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une possibilité de prendre le pouvoir en 2018, là, il ne fallait plus montrer nécessairement un style populiste, mais plutôt de montrer que la coalition Avenir Québec était prête à gouverner. Et donc, il fallait mettre de côté là, ce style-là pour un style de premier ministre. Et depuis qu'il est au pouvoir, je pense que François Legault se situe davantage dans cette disons, lignée-là ou tendance-là et qu'il n'est pas revenu là, au style du populisme protestataire. De toute façon, ça ne convient plus à la place du parti à l'intérieur maintenant du système politique québécois, d'autant plus qu'il a l'intention d'être une véritable coalition, donc d'une véritable coalition, c'est-à-dire d'aller chercher des nationalistes qui étaient au Parti québécois, les nationalistes qui sont au Parti libéral pour faire en sorte que la coalition Avenir Québec vogue vers une autre victoire électorale. Restons au Québec, même si vous êtes lointain en Alberta, mais restons au Québec un petit peu, sachant qu'on approche des élections municipales au Québec au mois de novembre. On l'aborde peu d'ailleurs, la scène municipale, mais quelle est l'importance du populisme à l'intérieur du cadre municipal? Quand on pense, par exemple, et là je fais rapidement un glissement volontairement un peu provocateur, on voit le retour de Denis Coderre, on peut penser historiquement à Jean Drapeau, etc. Est-ce que justement la scène municipale en tant que telle est plus propice au populisme, sachant que les partis politiques sont justement des éléments très secondaires dans l'univers municipal? Que penser donc du populisme municipal? Si vous permettez quand même, parce que vous dites que Frédéric est très lointain. Frédéric vient du lac Saint-Jean, je le connais depuis longtemps, et donc il a bien connu ce qui est probablement un des maires les plus populistes, pour ne pas dire les plus religieux du Québec, le maire Tremblay, qui lui était ouvertement religieux. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est parce que je trouvais que le maire Tremblay est un bon exemple de maire municipal populiste. Oui, le maire Tremblay, et on pourrait donner aussi un maire plus lointain, mais qui montre que le populisme ne date pas d'hier, Camillien Houde. À Montréal, lorsque Houde se présentait avec son slogan « Sortez les sortants »,« Plus vite que ça presse » et des choses comme ça, c'est justement des slogans qui montraient justement une dimension de populisme affirmé. Cela dit, sur le populisme municipal, ça reste peu étudié. Il y a un texte, j'arrive plus à me souvenir de l'auteur qui l'avait fait au Québec, je pense qu'il est à l'ENA, en avait parlé, mais de manière générale, le populisme municipal reste sous-étudié, possiblement parce que justement le fait qu'il n'y ait pas de parti politique comme tel et que ce sont des figures souvent qui restent plus ou moins éphémères. C'est vrai que le maire Tremblay a été longtemps maire à Chicoutimi au Saguenay. Mais en même temps, comme les maires sont en retrait par rapport au personnel politique, ben, il reste globalement moins étudié, mais c'est clair que sur les différentes scènes municipales au Québec, mais aussi au Canada, vous avez eu des maires qui, pour se distinguer des autres candidats, vont jouer clairement cette carte du populisme. Sauf que lorsqu'après ça, ils arrivent à la tête de la mairie, lorsque ça réussit, lorsque c'est fructueux, ben, les affaires municipales les rattrapent très rapidement. Et là, je pense que ça laisse moins de prise à une possibilité d'exercer le populisme lorsqu'on devient maire. Et la collecte des ordures, ben,
c'est important, mais c'est difficile d'avoir une politique populiste par rapport à ça. Et évidemment, on est dans l'auditoire là, qui lance des questions à la mitraillette d'une certaine façon, là, mais on semble très fasciné d'ailleurs par le phénomène du populisme là, en général. Et on sent que les sociétés, si on regarde même les États-Unis en particulier, que les sociétés sont de plus en plus polarisées, en fait. Donc, des blocs véritablement antagoniques qui sont en silo, qui ne se parlent à peu près pas, pratiquement. Est-ce qu'on peut justement s'attendre à ce que le populisme soit le style de plus en plus employé par un certain nombre d'acteurs politiques, sachant que ça semble faire recette, justement? Oui, à l'ère des dialogues de sourds, effectivement, un dialogue de sourds, c'est-à-dire entre une gauche et une droite qui ne se parlent pas ou qui se lancent des invectives, effectivement, c'est du carburant pour le populisme, parce que précisément le populisme fait son lit de cette distinction entre les élites et le peuple, et que par conséquent, bon, qu'on soit de gauche ou même de droite, ben là, on dit que l'élite n'écoute pas le peuple de droite, l'élite de gauche n'écoute n'écoute pas le peuple de droite, et inversement, ce qui fait en sorte que ça conduit à des débats polarisés, mais des débats également qui peuvent verser davantage dans le populisme. Et il y a une autre chose aussi, puis là, je m'aperçois, on ne l'a pas mentionné, mais c'est toute la question, évidemment, des médias sociaux. Les médias sociaux qui sont également, disons, un facteur aggravant la question de la polarisation et qui permet aussi des formes d'expression politique qu'on n'aurait pas vu immédiatement auparavant, mais là, que maintenant, on voit. Et qu'on voit notamment dans le phénomène complotiste qu'examine toute l'équipe de Martin. Peut-être là-dessus, je ne sais pas si Martin, sur les médias sociaux, justement, tu as peut-être des commentaires à faire en particulier, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a laissée peut-être un petit peu en plan, non pas parce qu'elle était pas importante, là, mais parce qu'on touche à beaucoup de sujets. Mais peut-être que Martin, tu as quelques réflexions peut-être à partager sur justement l'importance des réseaux sociaux au niveau de la propagation de certains discours plus radicaux, plus... Je ne sais pas si j'ai des réflexions à partager parce que je ne veux pas prendre le spotlight. Ce n'est pas moi l'auteur aujourd'hui en vedette. J'ai plusieurs autres occasions de le faire. Donc, je dirais peut-être juste parce qu'il y a une question de poser là-dessus que oui, on constate la polarisation sociale qui est due en grande partie à ce qu'on appelle le phénomène des chambres d'écho. C'est-à-dire qu'on se réfugie beaucoup sur les réseaux sociaux dans des réseaux dans lesquels on est victime de notre biais de confirmation, c'est qu'on s'associe donc sur les réseaux sociaux à des gens qui pensent comme nous, généralement, ce qui ne nous permet pas beaucoup, je dirais, de dissonance cognitive ou de remise en question, et qui fait en sorte que quand finalement on arrive face à des individus qui ne pensent pas comme nous, ben, on est on est souvent plus réactif que réflexif. Voilà. Mais je veux qu'il y ait d'autres questions. Peut-être qu'on pourrait prendre, parce qu'on approche de la fin de notre temps, qu'on avait prévu une ou deux autres questions pour Frédéric Boily. Oui, absolument. Ben, merci, Martin, que de toute façon, je te lance parfois la perche parce que c'est toujours intéressant les recherches qui sont menées conjointement avec Frédéric aussi, là, puis sachant que tu es un chercheur, alors à l'occasion, te donner 2 minutes. Why not, comme on dit dans un beau langage populiste. Alors, mais justement, sur le phénomène du populisme, ben, les étudiants s'y intéressent et au-delà de la sphère nord-américaine. Et une des questions, d'ailleurs, revient sur l'hémisphère Amérique centrale, Amérique du Sud. Et bon, ben, Donald Trump, de toute évidence, se fait des petits de par le monde. Il a été probablement une inspiration. Est-ce que dans vos études, dans vos travaux, vous allez au-delà de la sphère nord-américaine, donc canadienne, Québec et États-Unis? Par exemple, le cas de Jair Bolsonaro au Brésil, qui est un cas qui fait beaucoup jaser et qui intrigue beaucoup nos étudiants, entre autres choses. Est-ce que réflexion à cet égard?
En fait, c'est une excellente question. Je n'ai pas étudié Bolsonaro précisément, sauf que dans mes autres textes, notamment quand j'avais écrit sur le duplessisme et le populisme et des choses comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Trump, en fait, n'a pas influencé les populistes latino-américains. Ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire le populisme latino-américain est très, très fort. En fait, dans les années 80, lorsqu'on parlait de populisme, avant que le Front national soit vraiment très présent sur la scène politique française, lorsqu'on parlait de populisme, c'était immédiatement l'exemple latino-américain, le Brésil, l'Argentine, les années 30, les années 40, des pays qui étaient engagés dans des processus de modernisation économique, sociale et politique. Et on disait à ce moment-là que dans ces processus de modernisation sociale et économique, ça créait finalement un espace politique pour des dirigeants politiques qui voulaient entraîner leur population sur les chemins de la modernisation, mais qui voulaient les entraîner de manière autoritaire, de manière populiste. Donc, il y a eu toute une réflexion par des intellectuels comme Gemino Germani et compagnie pour essayer de montrer le lien qui existait entre les processus de modernisation économique et le populisme. Et comme on était dans les années 30 et 40, ben, des fois, on se demandait si ce n'était pas le fascisme également. Donc, il y a toute une littérature sur la question du populisme latino-américain qui est extrêmement riche parce qu'elle était sur le plan théorique dans les années 40, 50 et 60, beaucoup étudiée parce qu'on avait l'impression que le populisme était exclusivement de ce côté-là. Merci Frédéric. Je me permets une dernière question. Oui. Je m'autorise, je me donne la permission. Je sais que dans les études à propos du populisme et notamment de la droite et surtout de l'extrême droite, on semble parfois oublier, peut-être chez nous, la pépinière italienne. C'est-à-dire que c'est une pépinière extrêmement fascinante de Mussolini, en passant par Silvio Berlusconi de Forza Italia. Alors, est-ce que à l'intérieur de vos travaux, à l'intérieur de vos recherches, il arrive que vous puissiez faire un petit détour par l'Italie parce qu'elle a eu, je crois, une influence considérable, notamment sur le continent européen? Excellente question, parce que l'Italie est vue comme étant le laboratoire, en fait, du populisme d'une certaine façon. Et certains vont vous dire, Trump, rien de nouveau. Allez voir Silvio Berlusconi dans les années 90. C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle le télépopulisme. Et d'ailleurs, j'ai pris cette notion-là de télépopulisme pour l'appliquer à Ralph Klein dans les années 90. C'est-à-dire des dirigeants politiques qui vont se servir de la télévision. Dans le cas de Berlusconi, on ne se faisait pas simplement se servir de la télévision, on achetait le réseau au complet et donc on contrôlait les médias en Italie, ce qui n'était pas le cas ici avec Klein, bien évidemment, mais Ralph Klein s'est servi de la télévision pour hausser sa stature politique, lui qui était un outsider, d'abord pour gagner la mairie de Calgary et par la suite pour se présenter au sein du Parti conservateur et gagner les élections au début des années 90. Oui, l'Italie est un laboratoire du populisme à partir des années 90 et c'est pourquoi il y a plusieurs auteurs vont dire faisons d'abord un détour vers l'Italie pour voir les modalités ou les évolutions du populisme qui sont à venir. C'est-à-dire, on regarde d'abord du côté de l'Italie, puis après ça, ça fait des petits du côté évidemment de l'Europe, mais aussi ailleurs. Alors, merci de cette réponse, Frédéric. Et avant de céder le mot de la fin à Martin, d'abord vous remercier, Frédéric Boily, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien sûr joint votre collègue Martin pour cette activité. Et j'ose espérer, je lance un beau défi à mon estimé collègue Martin, j'ose espérer qu'un jour on pourra faire en sorte que des étudiants du Cégep Édouard-Montpetit aillent faire un court séjour en Alberta, peut-être un petit stage d'études, au campus Saint-Jean, pour aller voir la réalité de l'Ouest canadien que nos étudiants méconnaissent beaucoup. Je pense que Martin sera d'accord avec moi là-dessus. Alors, Martin, mot de la fin. Ben, merci, Jacques. Ben, je suis parfaitement d'accord. De toute façon,
si ce n'était pas de la pandémie, on le faisait déjà, le SOFIR, avant la pandémie. Il y a plusieurs étudiants, il y a des étudiants qui avaient fait des stages en Colombie-Britannique à l'Université de Victoria il y a 2 ans. Alors, c'est sûr que cette pandémie-là nous handicape, en tout cas intellectuellement, jusqu'à un certain point, mais bon, malgré tout, malgré la technologie, on peut encore avoir de très belles discussions et en faire profiter nos étudiants. Et donc, je remercie Frédéric Boily de nous avoir accordé cette entrevue-là. Je remercie les Mon Petit Entretien aussi pour une collaboration continue avec le SOFIR depuis les débuts du SOFIR il y a 5 ans. Et je vous invite évidemment à lire la suite des choses de nos collaborations avec Frédéric Boily. Le 15 juin, je co-signe avec Frédéric Boily et j'ai beaucoup de travail. On co-signe un rapport de recherche sur les théories du complot au Québec pendant la pandémie. Je pense que ça devrait en intéresser quelques-uns. En plus, ça va être gratis, comme dirait Manon Massé, sur notre site web sofir.ca. Et le livre sur les droites provinciales au Canada, qui va continuer un peu dans la discussion qu'on avait aujourd'hui, qui va être publié dans la collection du SOFIR au mois de septembre prochain. On fera sûrement le SOFIR d'autres activités autour de ce livre-là. Et on va continuer à parler, mon cher Jacques, de ce sujet qui nous fascine, la politique. Alors, ça, c'est une drogue dure. Oui, c'est ça. Alors, merci à tous d'avoir été là. Oh, puis merci aussi à notre bien-aimée technicienne Cynthia Simard qui nous accompagne en présentiel et en pas présentiel depuis de nombreuses années et qui est toujours là avec nous et puis qui est indispensable pour toutes nos productions audiovisuelles. Voilà. Merci et à bientôt, chers étudiants.